Bienvenue à St. Mary Mead, où le gel adoucit tous les mensonges et où même la charité cache des blessures. Le mystère de ce soir commence avec une veuve qui a refusé son cadeau de Noël, un colis laissé à la porte de l'église et une gentillesse teintée de tromperie, jusqu'à ce que Miss Marple voie ce que les autres ne voient pas. Avant de commencer, où vous trouvez-vous ce soir? Dans un endroit chaud ou dans un endroit également touché par l'hiver? Abonnez-vous, servez-vous une boisson réconfortante et que le mystère commence. Les cloches de St. Mary Mead avaient à peine fini de sonner pour la deuxième fois que le givre s'était accumulé sur les marches du presbytère et que Madame Price Ridley, emmitouflée dans de la laine grise, déclara que la table de tombola ne devait pas faire face à la chair. Cette remarque, aussi tranchante qu'une aiguille dans le calme, brisa la courtoisie matinale. À l'intérieur, des couronnes de houx étaient appuyées contre les livres de cantiques. L'air était parfumé de cannelle et de pierres humides, et tous les bénévoles se figèrent juste assez longtemps pour remarquer que la paix de Noël avait déjà commencé à s'effriter. Mademoiselle Marple était assise près de la cheminée avec son tricot, observant le léger tremblement de malaise comme s'il s'agissait d'un changement de temps. Le vicaire marmonna son accord, Madame Wetherby exprima son désaccord de principe, et quelque part dans le débat, la véritable question du jour fut esquivée. Pourquoi Madame Caroline Anstrutter avait-elle une fois de plus refusé son colis de Noël? Elle a écrit hier soir, dit Madame Wetherby en détachant une guirlande. Pas de cadeaux, pas de visiteurs et pas de chant de Noël. Cette phrase se propagea comme une onde à la surface de l'eau. Une veuve refusant la charité était une curiosité. Refuser la bonne volonté était quelque chose de plus profond. Les aiguilles de Mademoiselle Marple s'arrêtèrent en plein mouvement. Elle a refusé son cadeau, murmura-t-elle, avant de reprendre son travail. Dehors, un rouge-gorge se posa sur le poteau de la porte givrée, sa poitrine brillante contrastant avec le gris. Le jardinier du vicaire passa avec un petit sapin pour la nef, marmonnant à propos de la neige. Madame Price Ridley répondit avec sa théologie habituelle sur le timing de Dieu et la négligence de la paroisse. Pendant ce temps, le regard de Mademoiselle Marple se leva vers la fenêtre, où la fumée de Briar Cottage s'élevait en spirales irrégulières, comme une pensée qui commence à vaciller. À midi, les billets de tombola étaient attachés avec un ruban rouge, les ragots soigneusement entrelacés. Certains disaient que Madame Anstrutter pleurait encore son mari avocat. D'autres murmuraient qu'elle pleurait l'argent qu'il avait laissé ailleurs. Les théories s'entremêlaient, comme du lierre, chacune alimentant la suivante. Lorsque le postier arriva avec une lettre scellée, la salle se tut. Madame Wetherby l'ouvrit avec une prudence théâtrale. Elle insiste pour que son nom soit entièrement retiré de la liste paroissiale, lut-elle. Personne ne parla dans un premier temps, puis quelqu'un rit et une autre fit le signe de croix. Mademoiselle Marple plia son tricot. « Il y a du sens, dit-elle doucement, à choisir la solitude, même si ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons. » Le vicaire cligna des yeux, ne sachant pas si elle approuvait ou condamnait. Les cloches commencèrent leur troisième sonnerie. Un vent froid agita les feuilles de houx et le rouge-gorge disparut dans la blancheur. Ce soir-là, alors qu'elle apportait un pot de marmelade à la femme du vicaire, Mademoiselle Marple s'arrêta devant Briar Cottage. Une seule bougie brûlait derrière les rideaux tirés, régulière, immobile, délibérée. Elle s'attarda un instant, écoutant le silence qui précède la neige. Quelque part dans ce silence, un loquet trembla, le métal contre le bois. Puis le calme revint. À l'aube, le village était blanc et solennel. Sur les marches de l'église reposait un paquet enveloppé dans du papier brun, attaché avec une ficelle argentée, adressé d'une écriture soignée. À la veuve Anstrutter, avec amour. Le paquet resta intact pendant le gel matinal,
son papier s'assombrissant là où les flocons fondus s'étaient accumulés. À 8 heures, la nouvelle s'était répandue dans tous les salons de St. Mary Mead, voyageant plus vite que le chariot de lait. Le vicaire, grand et aimable mais peu enclin au mystère, l'avait emporté dans la sacristie, déclarant que tout ce qui était laissé sur un sol consacré devait être traité avec discrétion pastorale. Une telle discrétion exigeait bien sûr au moins 6 témoins. Madame Price Ridley arriva la première, emmitouflée jusqu'au menton, suivie de mademoiselle Hartnell et du vicaire, qui s'efforçait de prendre un air officiel. Mademoiselle Marple, convoquée par la femme du vicaire, pour son bon sens plutôt que pour le scandale, arriva en dernier, époussetant la neige de son manteau et souriant poliment à l'assemblée. Le paquet reposait sur la table sous le tableau des cantiques. Du papier brun, une ficelle argentée et une étiquette écrite d'une main élégante. Pour la veuve Anstrutter, avec amour. L'écriture était soignée mais étrangement impersonnelle, comme celle de quelqu'un qui copie un modèle. « Je suppose, dit Madame Price Ridley, que cela vient peut-être d'un des amis de son défunt mari. Un souvenir en quelque sorte. »« Peu probable, » murmura Mademoiselle Marple. « Le chagrin marque rarement les anniversaires avec du papier d'emballage. » Le vicaire hésita. « Devrions-nous l'ouvrir ?» Le pasteur fronça les sourcils. Ce serait intrusif, à moins qu'il y ait un danger. Ce mot « danger » changea l'atmosphère. C'était le genre d'idée qui transforme la curiosité en devoir. Le papier craqua lorsque le vicaire défit le nœud. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois, polie et démodée, du genre de celles qui servaient autrefois à contenir des cigares. Elle renfermait un seul objet, une branche d'ellébore pliée, la rose de Noël, attachée avec un ruban noir. Pendant un instant, personne ne parla. La fleur, pâle et raide à cause du froid, semblait indécemment fragile. Puis Madame Hartnell eut le souffle coupé. Mais c'est ce qu'elle cultive le long de l'allée de son jardin. Les yeux de Mademoiselle Marple se posèrent à nouveau sur l'étiquette. « Un message, » dit-elle doucement. « Pas un cadeau. » Le vicaire s'éclaircit la gorge. « Un message de bonne volonté, sans doute. Symbolique. Peut-être, » dit Mademoiselle Marple, « mais les symboles ont leur propre humeur. L'ellébore survit à l'hiver, mais elle est aussi assez toxique. » Madame Price Ridley renifla. « Toxique ? Vraiment, Mademoiselle Marple, vous avez une imagination morbide. » « De l'expérience, ma chère, » dit Mademoiselle Marple doucement, « et une bonne mémoire. » La boîte fut replacée, l'étiquette conservée. Le vicaire insista pour qu'elle soit remise à Madame Anstrutter, avec une note explicative. Le vicaire proposa de la porter immédiatement, mais Mademoiselle Marple suggéra d'attendre que les routes soient dégagées. « On ne sait jamais, » dit-elle doucement, « si un message veut être reçu. » À midi, le village s'était clairement divisé en 2 camps. La moitié croyait que le colis était un geste de réconciliation, l'autre moitié, un avertissement. Au Blue Boar, le propriétaire rapporta avoir entendu dire que Madame Anstrutter avait été vue la veille au soir à sa fenêtre, regardant fixement le cimetière comme si elle attendait quelqu'un. À l'heure du thé, tout le monde s'accordait à dire que la réclusion de la veuve devait cacher quelque chose. Mademoiselle Marple passa l'après-midi à aider discrètement Madame Bantry à disposer les bougies pour le service. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, ce qui encourageait les autres à s'exprimer librement. Madame Bantry suggéra que Madame Anstrutter avait été fiancée à un autre homme avant d'épouser son mari avocat. La cousine de Madame Price Ridley mentionna une sœur avec laquelle elle était en froid, qui serait partie à l'étranger dans des circonstances troubles, et la femme de l'épicier révéla un fait, confirmé par le livreur,
selon lequel un homme vêtu d'un manteau sombre avait été vu près de Briar Cottage la veille au soir. « Décrivez-le » demanda mademoiselle Marple d'un ton doux. « Oh, plutôt grand, je pense, ou peut-être voûté, difficile à dire dans la neige. » Cette imprécision lui plaisait. L'imprécision est souvent la marque de la vérité. Les gens mentent rarement avec efficacité. Au crépuscule, les ruelles scintillaient comme du verre. Mademoiselle Marple, qui rentrait chez elle à pied, s'arrêta au coin où la ruelle bifurquait vers Briar Cottage. La neige y était dérangée, des empreintes profondes et irrégulières menaient vers le chemin et en revenaient. 2 séries, l'une légère, l'autre lourde. Elle se pencha légèrement pour mesurer la distance qui les séparait. Elle se chevauchait à un endroit, comme si les marcheurs s'étaient pas rencontrés, puis avaient pris des directions opposées. Lorsqu'elle arriva à sa propre porte, elle trouva la voiture de l'inspecteur Craddock devant. Il se tenait sur le chemin, le col relevé, l'air désolé. « Bonsoir, mademoiselle Marple. Désolé de vous déranger, mais il y a eu un petit problème à Briar Cottage. »« Rien de grave, j'espère. » Il hésita. « Assez grave. La veuve Anstruther a été retrouvée inconsciente par sa gouvernante. Le feu dans la cheminée du salon s'était éteint plusieurs heures auparavant. Elle semble s'être effondrée près de la table. Le docteur Haydock est avec elle en ce moment. » Mademoiselle Marple retira ses gants avec précaution. « Y a-t-il eu des signes de trouble ? » ?»« Rien de flagrant, mais nous avons trouvé cette boîte à colis sur sa cheminée. Elle était vide cette fois-ci. » Son expression ne changea pas, mais son regard s'assombrit légèrement, comme une lentille qui ajuste sa mise au point. « Et la fleur ? » ?»« Elle a disparu, » dit-il. « Aucun signe d'elle. » Plus tard, dans le presbytère, la conversation tournait autour des mêmes expressions. Évanouissement, faiblesse cardiaque, choc. Le rapport du médecin était évasif, mais son ton suggérait un certain malaise. Mademoiselle Marple était assise tranquillement près du feu, les mains jointes sur ses genoux. « Une séquence curieuse, » dit-elle enfin. D'abord un refus, puis un cadeau, puis un évanouissement. Craddock la regarda. « Vous pensez que les deux sont liés ? » ?»« Je pense, » répondit-elle, « que les gens changent rarement leurs habitudes sans raison. Madame Anstruther a refusé tout contact pendant des années. Si elle a finalement ouvert ce colis, c'est que quelqu'un savait qu'elle le ferait. » Il acquiesça lentement. « Nous allons vérifier qui est entré et sorti du village ces derniers jours. »« Ce serait judicieux, » dit-elle. « Mais j'imagine que celui qui l'a laissé savait exactement combien de temps il faudrait pour qu'il soit trouvé. » Craddock fronça les sourcils. « Vous voulez dire qu'il n'était pas destiné à elle ? » ?»« Peut-être pas, » dit doucement mademoiselle Marple. « Peut-être était-il destiné à nous. » Dehors, la neige tombait à nouveau, silencieuse et régulière. Les cloches de l'église sonnèrent d'eau pour l'office du soir, leur son étouffé par la distance. À travers le verre givré, la lumière des bougies vacillait en motifs tantôt brillants, tantôt faibles, comme si le village lui-même respirait des secrets. Mademoiselle Marple regarda la fenêtre jusqu'à ce que son reflet s'estompe dans la nuit. Elle se souvint que l'hellébore poussait dans la terre froide, indifférente à la saison. Une survivante, oui, mais pas une innocente. Les cloches de l'église avaient à peine cessé de sonner que mademoiselle Marple quitta sa fenêtre, son châle bien serré autour des épaules. La neige le long de la ruelle brillait d'un bleu pâle dans le crépuscule naissant, intacte à l'exception des 2 lignes d'empreintes qu'elle avait étudiées plus tôt. Elle s'était cristallisée pendant la nuit en moulures d'ombre peu profondes, et elle remarqua maintenant qu'une paire menait non seulement à Briar Cottage, mais tournait à nouveau vers la porte du presbytère. Celui qui avait rendu visite à la veuve avait apparemment pensé à revenir sur ses pas, mais pas tout à fait parfaitement. Un petit faux pas ici, une empreinte plus lourde là, comme l'écho d'une hésitation. À Briar Cottage,
le portail était entr'ouvert. À l'intérieur, l'agent de l'inspecteur Craddock gardait la porte, son souffle formant un nuage blanc dans le froid. Le docteur Haydock faisait sa valise, marmonnant quelque chose à propos de nerfs et de négligence. « Elle est réveillée maintenant », dit-il lorsque mademoiselle Marple entra, mais très faible. « Si vous devez lui parler, soyez bref. » Madame Anstrutter était allongée, appuyée sur des oreillers, le visage pâle contre le lin. La pièce portait les traces d'un rangement précipité. Les cendres avaient été balayées, un vase redressé, un tapis lissé là où quelqu'un avait trébuché. Sur la cheminée se trouvait la boîte vide. « Vous nous avez fait peur, madame, » dit Craddock doucement. « Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ?» Son regard se posa sur l'inspecteur, puis sur mademoiselle Marple. « Je ne m'en souviens pas très bien. J'ai entendu un bruit à la porte, je crois. Un coup, peut-être. Puis, rien de précis. Seulement le feu qui s'éteignait. Avez-vous ouvert le colis vous-même » Ses doigts se crispèrent sur la couverture. « Oui, cela semblait bien intentionné. J'ai pensé que l'Église avait peut-être changé d'avis. » Le ton de mademoiselle Marple était doux. « Et la fleur à l'intérieur ?» Une expression fugace traversa le visage de la veuve. Pas exactement de la peur, plutôt de l'incrédulité. « Je l'ai jetée dans le feu, » dit-elle. « Elle n'a pas brûlé. » Craddock fronça les sourcils. « Vous voulez dire qu'elle est tombée ?»« Non, » murmura-t-elle. « Elle a noirci, mais elle n'a pas brûlé. » Le médecin revint avec un sédatif, mettant fin à la conversation. Alors qu'ils entraient dans le hall, Craddock soupira. Moitié souvenir, moitié imagination. Mais quelqu'un lui a laissé cette chose. Miss Marple jeta un coup d'œil à la photo encadrée accrochée au mur. Un homme aux yeux sombres vêtu d'une robe d'avocat, souriant faiblement. Le chagrin peut errer, inspecteur, mais la malveillance, elle, connaît généralement son chemin. Dehors, la neige avait fondu en neige fondue. Ils marchèrent ensemble vers le portail. « Qui s'occupe de sa maison ?» demanda-t-elle. « Une certaine Madame Treadle. Elle ne vient que le matin. Elle prétend être partie avant que la neige ne commence à tomber hier. Pourtant, le feu était éteint quand ils l'ont trouvé. » Craddock acquiesça. « Exactement. Nous allons l'interroger. » Dans l'après-midi, le village bourdonnait d'une énergie renouvelée. Au Blue Boar, les théories se multipliaient, comme des moucherons. Selon une version, les cambrioleurs auraient été effrayés par les cloches de l'église. Selon une autre, la veuve aurait pris des somnifères par remords. Madame Price Ridley déclara que toute cette affaire était morbide et théâtrale, ce qui signifiait qu'elle était secrètement ravie. Mademoiselle Marple, qui faisait tranquillement le tour de ses visites, entendit tout cela. De chaque récit, elle ne retira qu'un seul fragment. Le garçon de la poste avait vu Madame Treadle s'éloigner de Briar Cottage au crépuscule, et non le matin, portant quelque chose enveloppé dans un torchon. Il avait pensé qu'il s'agissait d'une miche de pain. Lorsque le policier vint chercher Madame Treadle au presbytère pour l'interroger, Mademoiselle Marple se trouvait justement là, en train de ranger des cartes d'hymne. La gouvernante, grande et aux joues rouges, sembla offensée par cette suggestion d'irrégularité. « Je suis partie avant le déjeuner, comme d'habitude, » dit-elle. « Je suis revenue ce matin quand j'ai entendu parler de ça. » Pauvre maîtresse, elle n'est pas elle-même avec Noël qui approche. « Vous n'avez vu aucun paquet ?» demanda Craddock. « Un paquet ? Non, monsieur, seulement le lait. » Le regard de mademoiselle Marple se posa sur les mains de la femme. Gercée, rougie, une articulation légèrement égratignée. « Vous n'avez pas remarqué de traces de pas dans la neige ?» demanda-t-elle doucement. Le regard de madame Treadle vacilla. « J'étais trop occupée pour regarder par terre, madame. » Craddock la congédia pour le moment. Lorsque la porte se referma, mademoiselle Marple dit « Une bonne employée, mais pas honnête. »
Vous pensez qu'elle est impliquée? Peut-être a-t-elle simplement peur. Les gens cachent parfois de petites choses pour protéger de grandes illusions. Ce soir-là, mademoiselle Marple rendit visite à la femme du vicaire sous prétexte de lui prêter un patron pour tricoter des écharpes. Comme elle s'y attendait, la conversation porta à nouveau sur la veuve. « Elle a toujours été étrange, » dit madame Lester, « même avant la mort de son mari. Certains disent qu'elle le craignait. » Mademoiselle Marple enroula lentement la laine. Craignait ou dépendait? Il y avait certainement des querelles d'argent. Il tenait ses propres comptes. Après sa mort, l'avocat a trouvé un deuxième testament, non signé. Il aurait légué la majeure partie de sa fortune à une association caritative pour les enfants aveugles. « Une impulsion charitable interrompue, » murmura mademoiselle Marple. « Comme c'est triste. » Dans la cheminée, le feu crépitait doucement. Dehors, la neige fondue tapait contre les vitres comme de petits doigts insistants. Plus tard, seule dans son cottage, mademoiselle Marple étala son tricot sur la table, mais ne le toucha pas. Ses pensées tournaient en boucle. La fleur qui ne brûlait pas, la boîte vide, les empreintes de pas qui se croisaient 2 fois et la main griffée de la gouvernante. Les apparences et la vérité, comme la neige recouvrant une route accidentée. Elle sourit faiblement. Le village était fier de sa respectabilité, mais chaque rideau respectable cachait au moins une querelle avec le passé. Elle se leva pour tirer les rideaux, s'arrêtant lorsqu'elle vit un mouvement au détour de la ruelle. Une silhouette se dépêchant sous la neige fondue, le col de son manteau relevé, portant quelque chose de petit et de rectangulaire sous le bras. Pendant un instant, la lumière de la lampe éclaira son visage, ou peut-être simplement l'idée d'un visage. Puis il disparut dans la blancheur en direction de Briar Cottage. Mademoiselle Marple resta immobile. Sur la table derrière elle, l'horloge hésita entre 2 tic-tac, et dans cette légère pause, elle crut entendre, porté faiblement par le vent, un bruit semblable à celui d'un loquet qui se soulève à nouveau. Le faible grincement du loquet resta longtemps dans l'esprit de mademoiselle Marple, bien après que le vent se fut calmé. Elle se dirigea silencieusement vers la fenêtre de devant, écartant le rideau juste assez pour apercevoir la ruelle. La neige fondue s'était transformée en gros flocons qui tourbillonnaient dans la lumière du réverbère. Personne n'était en vue. Seule une traînée floue d'empreintes de pas serpentait vers Briar Cottage, une série de traces fraîches, au contour net, qui recouvraient les traces plus anciennes qu'elle avait remarquées plus tôt dans l'après-midi. Elle resta un moment debout, attentive au silence glacial qui suit tout remue-ménage, puis elle prit son manteau. En quelques minutes, elle était dehors, la neige amortissant chacun de ses pas. L'air avait une légère odeur métallique, comme celle du fer mouillé. Elle marchait lentement, le faisceau de sa lanterne éclairant les branches et les poteaux de haies, tandis qu'elle suivait les empreintes dans l'allée. Elles étaient espacées et délibérées, appartenant à quelqu'un qui marchait avec détermination plutôt que discrétion. Près du virage, près du cimetière, elle s'arrêtait. La porte de Briar Cottage était légèrement ouverte. Une lueur vacillante bougeait à l'intérieur de la maison. Pas la lumière d'une bougie, mais la lueur instable d'une lanterne, visible à travers l'interstice des rideaux. L'instinct de mademoiselle Marple lui disait que toute hésitation pourrait nuire, même si elle ne pouvait pas dire précisément en quoi. Elle s'avança et frappa légèrement au poteau du portail. Aussitôt, la lumière à l'intérieur s'éteignit. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit de quelques centimètres. La voix de l'inspecteur Craddock se fit entendre, basse mais calme. « Mademoiselle Marple, vous m'avez fait peur. » Elle expira doucement, à la fois soulagée et déçue. « Vous aussi, » me fit-elle remarquer. J'ai cru que quelqu'un d'autre s'était intéressé à l'affaire. Il leva à nouveau la lanterne. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai pensé vérifier si quelque chose avait été déplacé depuis ce matin. On a signalé des mouvements par ici.
En effet, dit-elle. J'ai vu quelqu'un sur cette route il y a moins de 5 minutes. Un homme, je crois. Il portait quelque chose sous le bras. Craddock fronça les sourcils. Un homme? Avez-vous pu le reconnaître? La lumière était faible, répondit mademoiselle Marple, mais sa posture suggérait une tension, comme s'il portait plus qu'un simple poids, un fardeau d'un autre genre. Ils entrèrent ensemble dans le cottage. Le hall sentait légèrement la cendre froide et la laine humide. Une seule lampe brûlait dans le salon. Le fauteuil de madame Anstruther était vide, sa couverture soigneusement pliée sur l'accoudoir. Le regard de mademoiselle Marple se posa immédiatement sur la cheminée. La boîte qui s'y trouvait avait disparu. Craddock remarqua la même absence. « Vous aviez raison, » dit-il doucement. « Quelqu'un est venu ici. Alors votre mystérieux visiteur n'était pas un fantôme. » Il se dirigea vers la cheminée. « Des empreintes près de la porte arrière, » murmura-t-il. « Des empreintes lourdes. Les mêmes bottes qu'avant, je parierais. » Mademoiselle Marple examina le plancher. Une légère trace de boue menait à la cuisine, où un tiroir était ouvert. À l'intérieur, des lettres étaient éparpillées, leurs coins humides à cause de la neige. Elle en prit une délicatement par le bord. L'écriture, fluide et assurée, correspondait à celle de l'étiquette du colis. « Chère Caroline, » commençait-elle, « tu ne peux pas te cacher éternellement de tes souvenirs. » La signature avait disparu, déchirée. Craddock lut par-dessus son épaule. Quelqu'un voulait que ce nom soit effacé. Ou conservé ailleurs, dit mademoiselle Marple. Déchirer ne détruit que rarement. Cela ne fait que transférer. Il mit soigneusement la lettre dans sa poche. Nous allons vérifier s'il y a des empreintes, même si la moitié du comté s'est déjà occupée de cette affaire. Miss Marple jeta un coup d'œil vers la fenêtre, où la neige s'accumulait contre les vitres. Peut-être que d'autres empreintes auront plus d'importance, celles qui restent dans l'esprit des gens. Dites-moi, inspecteur, avez-vous envisagé que la veuve elle-même puisse être la victime visée? Il eut l'air perplexe. Que voulez-vous dire? Parfois, dit-elle, un avertissement déguisé en menace s'adresse à ceux qui regardent, plutôt qu'à ceux qui souffrent. Craddock eut un petit rire. Vous donnez l'impression que c'est du théâtre. La vie humaine l'est souvent, dit-elle doucement. Seuls les accessoires varient. Ils quittèrent la maison après avoir verrouillé la porte. Sur le chemin du retour vers le village, l'inspecteur résuma ce qu'il avait appris. L'avocat avait confirmé que le défunt mari de madame Anstruther avait autrefois agi en tant qu'exécuteur testamentaire pour un vieil ami décédé insolvable, un certain Monsieur Jonathan Blythe. Sa veuve, semblait-il, avait contesté âprement le règlement et avait disparu à l'étranger. Personne n'a eu de ses nouvelles depuis 20 ans, dit Craddock. À moins qu'elle ne soit revenue pour Noël, termina mademoiselle Marple. Cette pensée s'installa entre eux, silencieuse et pesante. La neige s'accumulait sur le bord du chapeau de Craddock. Il l'essuya distraitement. « Je vais me renseigner, » dit-il. « Mais il y a autre chose. La poste signale qu'un télégramme a été envoyé hier soir depuis le village voisin. Il était adressé à madame Anstruther. Sans signature. Elle ne l'a bien sûr jamais reçu, dit mademoiselle Marple. Les routes étaient bloquées. Il acquiesça. Nous irons le chercher demain. Pour l'instant, reposez-vous. Mais le repos n'était pas dans sa nature tant que les fils n'étaient pas démêlés. Chez elle, elle alluma sa petite lampe et sortit son carnet, une habitude qu'elle avouait rarement. Elle nota ce qu'elle savait d'une écriture soignée et arrondie. Cadeaux refusés. Colis livrés. Fleurs qui ne brûlaient pas. Visiteurs revenant la nuit. Lettres déchirées, signature manquante. Elle traça une ligne en dessous et écrivit « Motif masqué par des sentiments ».
C'est alors qu'elle se souvint de la remarque faite par Madame Bantry la veille. Madame Anstrusser avait été fiancée à un autre homme avant d'épouser son avocat. Une vieille histoire, avait dit Madame Bantry avec désinvolture. Mais Mademoiselle Marple savait que les vieilles histoires ont souvent de nouvelles fins. Elle posa son stylo et écouta. La maison était très calme, à l'exception du faible tic-tac de l'horloge. À travers la fenêtre, la neige continuait de tomber sans relâche. Elle estompait les frontières entre la route et le jardin, entre la maison et le cimetière au-delà, comme si le village s'effaçait lentement. Le coup frappé à la porte fut si léger qu'elle crut d'abord qu'il s'agissait de son imagination. 3 coups, puis le silence. Elle ouvrit la porte et découvrit une silhouette recouverte de neige, dont le souffle tremblait à la lueur de la lanterne. C'était la femme du vicaire, Madame Lester, le visage pâle d'inquiétude. « Oh, Mademoiselle Marple, Dieu merci, vous êtes réveillée. Il s'est passé quelque chose de terrible. » Le vicaire a trouvé un corps près du mur du cimetière. Mademoiselle Marple serra son châle autour d'elle. « Un homme ou une femme ? Je ne sais pas. » Il a couru directement au presbytère pour appeler l'inspecteur Craddock. Les yeux de Mademoiselle Marple se posèrent à nouveau sur la fenêtre, où le calme blanc semblait désormais presque délibéré, comme si la neige elle-même gardait un secret. « Alors, dit-elle doucement, nous ferions mieux d'y aller. » La nuit était silencieuse, à l'exception du léger crissement des bottes sur la neige. Mademoiselle Marple et Madame Lester se dépêchèrent de franchir le portail, le cercle de lumière de la lanterne balayant le sol blanchi. Près du mur du cimetière, un groupe de personnes se tenait debout, leurs ombres longues et indistinctes se découpant sur les pierres tombales. La voix du vicaire portait faiblement dans le froid. « Par ici, Mademoiselle Marple, nous n'osons pas le déplacer. » L'inspecteur Craddock s'agenouilla à côté du corps, le col de son manteau recouvert de neige. La neige reflétait une lumière pâle sur un visage à demi tourné vers le mur, le visage d'un homme inconnu, tiré par le froid. Un bras était replié sous lui, l'autre tendu vers le portail, comme dans un geste tardif d'appel. Le souffle de Mademoiselle Marple formait un nuage dans l'air. Elle s'agenouilla prudemment, les yeux rivés sur les détails que les autres ignoraient. Les vêtements de l'homme étaient propres, mais usés. Manteau sombre, écharpe en laine, gants en cuir bon marché. Ses cheveux, grisonnants aux tempes, avaient été brossés récemment. Il n'y avait pas de sang, pas de blessure visible. Seule une immobilité anormale suggérait qu'un cœur s'était arrêté en plein mouvement. « Avez-vous trouvé quelque chose qui permette de l'identifier » demanda-t-elle doucement. Craddock secoua la tête. « Ses poches sont vides. Pas de portefeuille, pas de montre. Seulement ceci. » Il ramassa un petit objet dans la neige. Un morceau de papier, plié en deux, dont les bords étaient ramollis par l'humidité. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, 3 mots étaient écrits d'une écriture que Mademoiselle Marple reconnut immédiatement. Pour les yeux de la veuve, Madame Lester se signa doucement. Le vicaire se détourna, visiblement bouleversé. Mademoiselle Marple ne dit rien. Elle regarda plutôt le gant droit de l'homme, dont la couture était effilochée près du pouce. « Il n'est pas d'ici, » murmura-t-elle. « Trop soigné pour être un habitant du coin, trop ordonné pour être un vagabond. Et pourtant, il a marché dans la neige. Cela en dit long. » Craddock acquiesça d'un air sombre. « Nous l'emmènerons à la sacristie jusqu'au matin. Le docteur Haydock confirmera la cause du décès. » Alors que les agents soulevaient le corps pour le placer sur le traîneau, Mademoiselle Marple remarqua quelque chose qui brillait faiblement à l'endroit où il gisait. Un bouton argenté, détaché, à moitié enfoui dans le givre. Elle se baissa et le ramassa. Il était orné d'un petit blason en relief, une paire de balances, délicatement gravée. « Juridique », murmura-t-elle. « Ou judiciaire ?» Craddock la regarda d'un air sévère. «
Comme la robe d'un avocat ou celle de son clerc, dit mademoiselle Marple. Au presbytère, le feu brûlait faiblement. Madame Lester versait le thé d'une main tremblante, tandis que l'inspecteur donnait des ordres à ses hommes. Mademoiselle Marple était assise à l'écart, regardant le bouton posé dans sa paume. Les apparences sont trompeuses, inspecteur, dit-elle après un moment. Nous appelons cela de la neige, mais sous celle-ci, le sol reste inchangé, seulement caché. Vous pensez qu'il a un lien avec Madame Anstruther? Je pense qu'il appartient à son passé, dit-elle simplement. Le genre de passé qui ne se fige jamais complètement. Lorsque l'aube pâle et fragile se leva, le village s'agita dans un murmure. Au moment du petit déjeuner, tous les foyers étaient au courant de la découverte du corps. Les théories se multipliaient plus vite que le brouillard. Madame Price Ridley insistait sur le fait qu'il s'agissait forcément du frère disparu depuis longtemps de la veuve. Madame Hartnell jurait avoir vu le même homme prendre le thé avec la femme de chambre du vicaire la semaine dernière, ce que la femme de chambre nia avec indignation. Cradock se rendit au cottage de mademoiselle Marple peu après 9 heures. « Le rapport du docteur Haydock, dit-il en retirant son chapeau. Insuffisance cardiaque, mais pas naturelle. Petite ponction près de l'épaule, poison administré à l'aide d'une aiguille. » Mademoiselle Marple inclina la tête. Efficace. Mort au moins 2 heures avant que nous le trouvions. Aucune lutte. Et personne n'a vu d'étranger sur les routes. Il hésita. Un homme pense en avoir vu le receveur des postes. Il dit qu'un gentleman est entré dans son bureau hier matin pour lui demander le chemin de Briar Cottage. Grand, d'âge moyen, boitant. Il a aussi payé un télégramme. Celui envoyé à Madame Anstruther. Cradock soupira. Si seulement nous connaissions son nom. Mademoiselle Marple regarda pensivement le bouton en argent. Vous avez dit que l'emblème était une balance. Cela ressemble-t-il à l'ancienne société Anstruther and Blythe? Il haussa les sourcils. Bon sang. C'est vrai, ils utilisaient cet emblème il y a des années. Alors peut-être que le fantôme de M. Blythe est revenu sous une forme plus terrestre. Elle passa l'après-midi à rendre discrètement visite à Briar Cottage, une fois de plus. Madame Triddle, la gouvernante, l'accueillit à la porte, le visage marqué par la fatigue et la nervosité. La maîtresse va mieux, Dieu merci, mais elle ne veut pas de compagnie. Juste un mot à la porte, dit gentiment mademoiselle Marple. Une question de réconfort, pas de curiosité. La veuve se tenait dans l'embrasure de la porte, pâle, enveloppée dans un châle. « Vous n'auriez pas dû venir, » murmura-t-elle. « Pardonnez-moi, » dit mademoiselle Marple. « J'ai pensé que vous aimeriez savoir qu'un homme a été retrouvé près du cimetière. » Un inconnu. Il portait une note qui vous était adressée. Les mains de madame Anstruther tremblaient sur le cadre de la porte. « Non, non, ce n'est pas possible. Le connaissiez-vous » Elle détourna le regard. « Si c'est celui que je crains, il n'aurait pas dû venir. Je lui avais dit de ne plus jamais m'écrire. » Mademoiselle Marple resta douce. Pourtant, il l'a fait. Un message destiné aux yeux de la veuve. La veuve serra les lèvres. « Il m'a fait du tort, autrefois, » dit-elle. « Il y a longtemps. Mon mari lui a pardonné, mais moi je n'ai pas pu. Et pourtant, le pardon permet parfois de rembourser sa dette, » dit doucement mademoiselle Marple. Quand elle sortit, l'air semblait plus vif, la neige plus cassante sous ses pas. Le village semblait retenir son souffle. Dans la ruelle, elle croisa le vicaire, le chapeau rabattu sur les yeux, les bras chargés de livres de cantiques. Il sursauta légèrement en la voyant. « C'est terrible, mademoiselle Marple, » dit-il rapidement. « Pauvre femme, je ne peux imaginer le choc. »« Moi non plus, » dit-elle en observant ses doigts se crisper sur les livres, même si la compassion pèse lourdement sur certaines épaules. Il rougit légèrement et continua son chemin.
Mademoiselle Marple poursuivit sa route vers l'église, son esprit tissant des liens, aussi sûrement que ses mains l'avaient toujours fait. Chaque pièce s'emboîtait presque, mais pas tout à fait. Un colis laissé pendant la nuit, une lettre dont le nom avait été déchiré, une gouvernante aux mains griffées, et maintenant un homme mort qui avait autrefois signé des papiers avec le mari de la veuve. À la porte, elle s'arrêta, regardant les cottages alignés le long de la route, leurs fenêtres éclairées par les lampes du soir. La neige adoucissait tout, les contours, les ombres, la culpabilité. La respectabilité régnait sur St. Mary Mead ce soir-là, et sous cette respectabilité, elle en était certaine, quelque chose respirait encore. Au loin, la cloche de l'église commença à sonner lentement pour les vêpres. Mademoiselle Marple se tourna vers le son souffle formant un nuage devant elle. Quelque part, derrière elle, une porte se ferma doucement, non par crainte, pensa-t-elle, mais par calcul. L'écho de la cloche s'estompa dans le crépuscule blanc alors que mademoiselle Marple atteignait le porche de l'église. La porte était déverrouillée, comme souvent lorsque le vicaire préparait le service du soir. Mais ce soir-là, l'air à l'intérieur semblait inhabituellement étouffant. La cire des bougies et la pierre froide se mêlaient en un parfum semblable à un souffle retenu. Elle se déplaça silencieusement entre les bancs. Au fond, le vicaire était agenouillé près de la balustrade de l'autel, rangeant les feuilles de cantique avec un soin exagéré. Les lampes au-dessus projetaient une douce lueur jaune sur le laiton poli. Il se leva lorsqu'il la vit, la surprise se lisant sur son visage, avant qu'il ne parvienne à esquisser un sourire. « Mademoiselle Marple, quelle nuit pour sortir. La neige n'empêche pas le culte, dit-elle doucement, ni la curiosité. Il eut un petit rire nerveux. Vous avez les deux en abondance, j'ose le dire. La compensation d'une vieille femme, répondit-elle. Dites-moi, quel hymne avez-vous choisi pour ce matin? Lead, kindly light. Il me semblait approprié. Un choix réconfortant, dit-elle en s'approchant. Un choix pour ceux qui sont perdus. Son regard se posa sur le lutrin, où une Bible ouverte affichait un verset marqué. Car rien n'est secret qui ne doive être révélé. La page tremblait légèrement dans le courant d'air. Il suivit son regard. « Une coïncidence, dit-il rapidement. Madame Lester l'a laissé là. »« Une coïncidence, murmura mademoiselle Marple, est un moyen poli de dissimuler une intention. » Le vicaire rougit et se pencha pour ramasser les papiers restants. Sa manche effleura le bougeoir et un mince ruban de cire tomba sur le sol. Le regard de mademoiselle Marple saisit le mouvement et le faible reflet argenté sous sa manche. Un bouton en forme d'écaille, récemment cousu à cet endroit. Dehors, le vent se levait et venait frapper contre les fenêtres. Elle ne dit rien, se contentant de le remercier pour sa diligence et le laissant à ses prières. Mais alors qu'elle sortait dans le cimetière, cette pensée la suivait comme une ombre. Un bouton pouvait facilement voyager, d'un manteau à l'autre, de la vie à la mort. L'inspecteur Craddock arriva à son cottage peu après son retour, le bord de son chapeau ruisselant de neige fondue. « Nous avons l'identification, mademoiselle Marple. Le mort est bien Jonathan Blythe, ou ce qu'il reste de sa réputation. Il a disparu à l'étranger il y a 15 ans, après un scandale financier. Les journaux le croyaient mort. » Elle versa calmement le thé. « Le village trouvera cela poétique, dit-elle. Mort 2 fois. » Il prit la tasse, l'air las. « J'ai retrouvé la trace du télégramme qu'il a envoyé hier. Le réceptionniste se souvient qu'il boitait, mais rien d'autre de remarquable. Il disait « J'arrive ce soir. J'ai besoin de pardon avant Noël. » Adressé à madame Anstruther, pas étonnant qu'elle se soit évanouie. Le pardon, songea-t-elle. Une demande dangereuse quand on se croit absous. Il la regarda d'un air perçant. Vous pensez qu'elle l'a rencontré? Je pense que quelqu'un l'a rencontré
et la rencontre s'est terminée dans le silence. Cradock passa une main dans ses cheveux. Nous examinons tous les chemins entre le cottage et le cimetière. Ces empreintes que vous avez remarquées, 2 séries, vous vous souvenez? Nous avons retrouvé la paire la plus claire, qui mène à la porte du presbytère. « Ah !» dit-elle doucement. « Alors la neige a conservé ses traces. Cette nuit-là, le village dormit sous un vent qui grattait les avant-toits et gémissait dans les cheminées. Mademoiselle Marple était assise près de sa cheminée, la broderie oubliée sur ses genoux. Elle repensa aux mains tremblantes du vicaire, à la porte fermée de la veuve, au déni effrayé de la gouvernante. Chacun semblait lié par quelque chose de tacite, comme s'ils avaient tous entrevu une vérité trop délicate pour être révélée au grand jour. Le lendemain matin, le soleil était pâle et les ragots allaient bon train. Le cimetière était devenu un lieu de pèlerinage pour les curieux. Mademoiselle Marple s'y rendit tôt, avant la foule, et trouva Cradock en train d'inspecter le sol près du mur. « Regardez ici, dit-il, encore 2 empreintes, l'une plus lourde, l'autre plus légère, qui se rejoignent juste à côté de l'if. » Elle examina les empreintes. Les plus lourdes sont entrées par la ruelle, les plus légères par le chemin, les plus légères partent les premières. Qu'est-ce que cela suggère? Que la culpabilité s'en va plus vite que la conscience, dit-elle doucement. Il la regarda avec un sourire ironique. « Vous avez un talent pour les sermons, mademoiselle Marple. » Elle jeta un coup d'œil à la porte de l'église, où le vicaire venait d'apparaître, l'air soigneusement impassible. « Ce ne sont pas des sermons, inspecteur, ce sont des observations. » Ils entrèrent ensemble dans l'église. Madame Lester était en train d'arranger des fleurs sur l'autel latéral. Elle semblait pâle, mais déterminée. « Quelle triste affaire, » murmura-t-elle. « J'ai dit au vicaire que nous devions garder le service solennel, mais pas lugubre. Il était d'accord, même si je ne peux pas dire qu'il ait l'air en forme. » Les yeux de mademoiselle Marple suivirent le jeune homme qui ajustait le panneau des cantiques. Ses mouvements étaient précis mais mécaniques, comme s'il les avait répétés. Sous cette apparence soignée, un tremblement persistait. Après le service, alors que la plupart des gens étaient partis, elle s'attarda près de la porte de la sacristie. « Un sermon réfléchi, » dit-elle au vicaire qui passait. « Vous avez parlé du poids de la miséricorde. » Il hésita. Cela me semblait approprié. En effet. Pourtant, la miséricorde peut être lourde à porter pour ceux qui n'y sont pas habitués. Son regard se porta vers la fenêtre, où la neige à l'extérieur reflétait le soleil comme du verre brisé. « Je dois me préparer pour la réunion de ce soir, » dit-il, et il sortit rapidement par la porte latérale. Cradock s'approcha par derrière. « Vous pensez que c'est lui ? » « Je pense qu'il connaît trop précisément la mesure du péché d'autrui, » dit-elle. « C'est rarement l'empathie qui pousse un homme à citer les Écritures avec autant de soin. » Ils sortirent ensemble, tandis que la cloche de l'église sonnait au-dessus d'eux. Sur le sol, près du porche, se trouvait une légère trace, sombre sur la neige fondante, de la suie de bougies peut-être, ou quelque chose de moins innocent. Mademoiselle Marple se pencha et la toucha avec son doigt ganté. Elle s'estompa facilement, laissant une tache semblable à de l'encre. « De la cire renversée la veille, » suggéra Cradock. « Peut-être, » répondit-elle, « mais on peut se demander pourquoi la suie de bougie dégage une légère odeur de laudanum. » Il la regarda fixement. « Encore du poison ? Peut-être simplement la proximité. Certaines mains portent leur passé sur leur peau. » Ils retournèrent vers la ruelle. Les toits du village brillaient sous le soleil pâle. La fumée s'élevait régulièrement des cheminées, chaque colonne étant un emblème de la vertu domestique. Pourtant, sous ce calme apparent, mademoiselle Marple sentit le tremblement de l'hypocrisie. Les apparences recouvrant la décadence. Elle le savait bien. C'était le même équilibre qui régnait dans tous les villages anglais, fragile comme de la glace et tout aussi transparent,
jusqu'à ce qu'il se brise. À sa porte, elle s'arrêta. « Inspecteur, dit-elle doucement, je crois que votre meurtrier fréquente l'église plus fidèlement que sa conscience ne le lui permet. » Il fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? Que parfois, le repentir cherche une audience avant la confession. » Avant qu'il n'ait pu répondre, un garçon arriva en courant depuis la poste, les joues rouges, la casquette de travers. « Un message pour l'inspecteur !» cria-t-il. Craddock l'ouvrit et lut à haute voix. « Madame Treadle est tombée malade. Le médecin soupçonne un empoisonnement. Venez immédiatement. » Les yeux de mademoiselle Marple croisèrent ceux de l'inspecteur. « Alors, dit-elle, le sermon n'est pas encore terminé. » La voiture de l'inspecteur Craddock dérapa 2 fois sur la route étroite avant d'atteindre Briar Cottage. Mademoiselle Marple, qui avait insisté pour l'accompagner, se stabilisa en croisant soigneusement ses mains gantées sur ses genoux. La neige recouvrait encore les haies, désormais ternies par le dégel et striées de boue, comme si l'innocence feinte du village fondait plus vite que la neige. À leur arrivée, le policier se tenait devant le portail, l'air bouleversé. « Elle est à l'intérieur, monsieur, » dit-il. « Le docteur Haydock est avec elle. Il l'a trouvée effondrée dans l'arrière-cuisine, une tasse encore à la main. Ça sent l'amande. » Craddock serra les mâchoires. « Du cyanure, alors ?» Mademoiselle Marple le dépassa doucement. « Ou quelque chose qui y ressemble. À l'intérieur, l'air était lourd d'une odeur âcre. Madame Treadle était allongée sur un canapé, le teint rougeaud, désormais cireux, respirant faiblement, mais régulièrement. Le docteur Haydock se redressa après s'être accroupi à côté d'elle. « Elle va s'en sortir, » dit-il. La dose était faible, juste assez pour la rendre malade. Quelqu'un voulait lui faire peur, pas la tuer. L'inspecteur expira lentement. « Une idée de ce qu'elle a pris ? » « Du cacao, » répondit le docteur d'un ton grave. « Elle en boit tous les après-midi. Le poison a été ajouté après que la boisson ait refroidi. » Le regard de mademoiselle Marple se posa sur la tasse posée sur la table, en porcelaine, ébréchée, avec un léger résidu brun sur le bord. « Où a-t-elle été préparée ? » « Dans la cuisine, » répondit le policier. Mais la bouilloire était sur la plaque de cuisson quand nous sommes arrivés, avec de l'eau fraîche, pas du cacao. Mademoiselle Marple acquiesça d'un signe de tête. La scène a donc été nettoyée. Quelqu'un voulait nous faire croire que c'était spontané. Craddock se tourna vers le médecin. « Pouvons-nous l'interroger ?»« Brièvement, » répondit Haydock. « Mais allez-y doucement. » La gouvernante ouvrit les yeux. « Je ne voulais pas causer de problème, » murmura-t-elle. « Personne ne pense que c'était votre intention, » dit doucement mademoiselle Marple. « Mais dites-nous, avez-vous reçu de la visite aujourd'hui ?» Les lèvres de madame Treadle tremblèrent. « Personne, seulement un mot glissé sous la porte ce matin. Il disait que la maîtresse voulait que j'aille chercher quelque chose dans le garde-manger avant le déjeuner. Quand je suis revenu, le cacao m'attendait sur la cuisinière. J'ai pensé qu'elle l'avait préparé pour moi. Elle a été gentille ces derniers temps, depuis qu'elle s'est évanouie. » Mademoiselle Marple se pencha vers elle. « Et avez-vous lu attentivement le mot ? Il était court, il n'y avait que son nom signé en dessous. » Craddock fronça les sourcils. « Nous devons la voir. » Madame Treadle hésita, puis désigna faiblement la cheminée. Le mot était plié à côté d'un petit vase contenant des fleurs fanées. Craddock l'ouvrit et fronça les sourcils. L'écriture était, une fois de plus, la même écriture élégante et impersonnelle que celle de l'étiquette du colis. Les yeux de mademoiselle Marple clignèrent. « Quelqu'un imite la charité, » murmura-t-elle, « et s'en sert pour commettre des actes cruels. » Le médecin intervint. « Elle a besoin de repos, inspecteur. » Craddock acquiesça et conduisit mademoiselle Marple vers le couloir. Qui a intérêt à effrayer cette femme ?
demanda-t-il. Elle ne représente aucune menace pour personne. Elle tient une maison, répondit doucement mademoiselle Marple. Et les maisons gardent leurs secrets plus longtemps que les gens. Peut-être a-t-elle vu ce qu'elle n'aurait pas dû voir, ou n'a-t-elle pas vu ce que quelqu'un craignait qu'elle se souvienne. Ils sortirent, la neige craquant légèrement sous leurs pas. Un vent léger sifflait à travers les branches nues, transportant avec lui l'odeur de fumée provenant des cheminées du presbytère. Cradock releva son col. « Vous pensez que c'est la même personne qui a écrit l'étiquette du colis, la lettre et cette note ?»« Oui, » répondit-elle. « Et je pense que cette personne est habituée aux cérémonies, qu'elle comprend l'effet produit par la présentation. Le poison comme mise en scène. » Il fronça les sourcils. « Vous suggérez à nouveau que c'est le vicaire. Je suggère seulement que la sainteté et le sens du spectacle vont souvent de pair. » À ce moment-là, le vicaire lui-même apparut à la porte, l'air troublé. « Inspecteur, Dieu merci, vous êtes là. C'est à propos de M. Fellows, le vicaire. Il a disparu. » Cradock se raidit. « Depuis quand ?»« Depuis le déjeuner. Il devait rendre visite à Madame Anstrutter avec un livre de prière. Il n'est jamais arrivé. Je viens d'aller dans sa chambre. Le lit n'a pas été défait. Le tiroir du bureau est fermé à clé. Mais ceci a été laissé sur la table. » Il tendit une enveloppe adressée à « le révérend Fellows » de sa propre main, comme si elle était destinée à être découverte. À l'intérieur se trouvait une seule feuille. « Je ne peux expier par le silence. Priez pour l'âme de l'homme qui est arrivé trop tard et pour la femme qui n'a jamais pardonné. » Cradock jura doucement. Mademoiselle Marple prit la note et examina l'encre, épaisse au début, puis plus claire vers la fin. « Aucun signe de désespoir, » dit-elle. « Ce n'est pas un adieu. C'est une diversion. Ce qui signifie qu'il se cache. Ce qui signifie, dit-elle, qu'il souhaite que vous le croyiez coupable sans qu'il le soit. » Ils se précipitèrent vers le logement du vicaire. À l'intérieur, l'air sentait légèrement la cire et la laine humide. Des livres étaient alignés sur les murs dans un ordre impeccable. Le regard de mademoiselle Marple s'arrêta sur une photo encadrée au-dessus du bureau. Le révérend Fellows, plus jeune, avec un groupe de choristes. Parmi eux se tenait, sans aucun doute, le défunt mari de madame Anstrutter, la main posée sur l'épaule du garçon. « C'est donc ainsi qu'ils se connaissaient, » dit Cradock à voix basse. « Un ancien mentor et son élève. »« Le mentorat engendre la loyauté, » murmura mademoiselle Marple. « Et la loyauté se transforme parfois en pénitence. » Le tiroir verrouillé céda facilement sous le couteau de poche de Cradock. À l'intérieur se trouvait une petite bouteille de laudanum à moitié vide, à côté d'un papier plié provenant du même papier à lettres que la lettre de la veuve. Les mots étaient identiques, chère Caroline. Tu ne peux pas te cacher éternellement de la mémoire. Miss Marple toucha le bord du papier avec sa main gantée. « Il l'a copié, » dit-elle doucement, « mais pas par malveillance, par devoir. » Cradock la regarda fixement. « Il a falsifié la lettre du défunt ? Plus précisément, il l'a restaurée. Peut-être que l'original a été détruit, déchiré, comme nous l'avons vu. Il l'a réécrite pour achever ce qu'il considérait comme inachevé. Alors pourquoi empoisonner la gouvernante? Peut-être ne l'a-t-il pas fait. Je soupçonne que les mêmes taches d'encre proviennent de 2 stylos. Ils quittèrent les lieux alors que l'après-midi touchait à sa fin. La pelouse du village était à moitié dégelée, la neige transformée en boue sous les traces des charrettes. Les rires des enfants résonnaient faiblement au loin. Un son trop innocent pour les révélations de la journée. Cradock expira bruyamment. « Nous avons donc une veuve qui ment, un vicaire qui imite une écriture et une servante presque tuée par gentillesse. Si je ne savais pas mieux, je dirais que ce village est maudit. »« Pas maudit, » dit mademoiselle Marple, « simplement humain. Ici, le mal est patient, poli et ponctuel. Il frappe à la porte avec des cadeaux.
Ils arrivèrent au carrefour au moment où un agent de police arrivait en courant depuis l'église, agitant sa casquette. « Monsieur, ils l'ont trouvé, le vicaire. Près du ruisseau du moulin. Il est vivant, mais à peine. On dirait qu'il est tombé du pont. » Cradock se mit à courir. Mademoiselle Marple le suivit plus lentement, d'un pas délibéré. Le symbolisme était trop évident pour être ignoré. L'eau, la confession, la purification. Encore une fois, les apparences. Le ruisseau du moulin ne gelait jamais complètement, son courant cachant tout ce qui passait sous la fine couche de glace. Quand ils arrivèrent, le révérend Fellows était allongé sur la berge, trempé et tremblant, les lèvres bleues. Entre ses doigts, il serrait quelque chose de petit et de blanc, un morceau de ruban, noirci sur un bord. Mademoiselle Marple le reconnut immédiatement. « L'aile est beurre », murmura-t-elle. « La rose de Noël a refleuri. » Le morceau de ruban était accroché au doigt froid du révérend Fellows lorsque le policier l'aida à le sortir de la boue. Une légère odeur de terre humide et de laudanum flottait dans l'air. Mademoiselle Marple se pencha pour examiner le bord noirci où le ruban avait brûlé. « Il a essayé de le détruire », dit-elle doucement. « Mais la conscience brûle rarement proprement. » Le docteur Haydock s'accroupit à côté de l'homme frissonnant. « Il survivra, mais de justesse. Choc, épuisement et une légère dose de quelque chose. Pas assez pour le tuer, mais assez pour émousser sa volonté. »« Administré par lui-même, pensez-vous » demanda Cradock. Haydock haussa les épaules. « Peut-être. Ou par quelqu'un qui préférait le voir à moitié silencieux. » Les yeux du vicaire s'ouvrirent. De l'eau coulait de ses cheveux, reflétant la lumière de la lanterne. « Pardonnez-moi, » murmura-t-il. « Ce n'était pas censé se passer ainsi. » Le ton de mademoiselle Marple était bienveillant. « Personne ne veut jamais que ça se passe comme ça. » Ils le transportèrent au presbytère. Près du feu, enveloppé dans des couvertures, il tremblait comme un écolier repentant. Madame Lester tournait autour de lui, partagée entre la pitié et le scandale. « Il n'est pas méchant, » murmura-t-elle. « Il s'est simplement égaré. » Mademoiselle Marple la regarda avec une douce précision. L'égarement peut prendre plusieurs formes. Parfois, il copie une écriture. Parfois, il transporte du poison. Les yeux de Fellows s'ouvrirent à nouveau, plus clairs maintenant, fixés sur l'inspecteur. « Je ne l'ai pas tué, » dit-il d'une voix rauque. « Blythe est venu ici pour demander pardon. Je lui ai donné refuge dans la sacristie. Il était faible, tremblant, effrayé. Quand je suis revenu 1 heure plus tard, il était mort. J'ai pensé, » sa voix se brisa, « j'ai pensé que c'était le jugement. » L'expression de Cradock se durcit. « Et la lettre ?» ?»« La fausse lettre à Madame Anstrutter. Je voulais seulement lui épargner la vérité. Elle avait assez souffert. Blythe avait déjà ruiné son mari, le poussant au désespoir avec ses dettes et ses tromperies. Je voulais qu'elle pense que le passé était pardonné, qu'il ne la hantait plus. « Pourtant, vous avez imité l'écriture du défunt, » dit calmement mademoiselle Marple. « C'est plus que de la gentillesse, c'est du contrôle. » Il tourna son visage vers le feu. « Peut-être voulais-je croire que le pardon pouvait s'écrire. » Cradock se leva, agité. « Nous aurons besoin d'un compte rendu complet plus tard. Pour l'instant, surveillez-le. » Mademoiselle Marple resta tandis que les autres s'éloignaient. Les mains du vicaire tremblaient au-dessus de la couverture, fine et pâle. Elle remarqua une légère tache rouge sous un ongle. De la cire mélangée à de la suie. « Vous avez nettoyé l'église hier soir, » dit-elle, après la découverte du corps de Blythe. Pourtant, aucune bougie n'avait brûlé ce soir-là. Seule celle allumée ce matin pour le service. Il hésita. Oui, je voulais effacer ce qui restait, termina-t-elle doucement. Vous êtes un homme de foi, monsieur Fellows, mais aussi un homme craintif. Dites-moi,
Qui est venu vous voir après le service ?» Il leva brusquement les yeux. « Madame Anstruther. Elle m'a fait savoir qu'elle souhaitait se confesser. Je suis allé la voir, mais elle m'a renvoyé avant que je franchisse le portail. Elle a dit qu'elle avait changé d'avis. » « Changé d'avis ?» murmura mademoiselle Marple. « Ou changé ?» Dehors, la nuit s'était rapprochée des fenêtres. La neige avait recommencé à tomber, légère comme de la cendre. À travers son voile, le village brillait d'une lueur dorée, chaque fenêtre dissimulant poliment son contenu. Mademoiselle Marple prit congé et rentra chez elle, l'esprit aussi vif que l'air. Le puzzle était presque complet, presque. Chaque cruauté avait été enrobée de gentillesse, chaque péché déguisé en miséricorde. Quand elle arriva à son cottage, une fine enveloppe l'attendait sous la porte. L'écriture était la même, raffinée. Elle l'apporta à la lumière de la lampe et l'ouvrit d'une main ferme. « Chère mademoiselle Marple, disait-elle, la vérité peut être dangereuse quand la charité échoue. Venez à l'église à 9 heures ce soir, seule, et vous comprendrez tout. » Elle plia le papier sans s'alarmer, bien que son pouls se fût légèrement accéléré. « Un esprit théâtral, » murmura-t-elle, mais peut-être honnête à sa manière. Elle prit son manteau et sortit. L'église était plongée dans la pénombre. Seules les bougies de l'autel étaient allumées. Leurs flammes tremblaient dans le courant d'air comme des âmes craintives. L'odeur de la cire se mêlait à celle de la pierre froide et à une autre, plus faible, celle des amandes amères. Les pas de mademoiselle Marple étaient silencieux sur les dalles. Près de la porte de la sacristie se tenait madame Anstruther, vêtue d'un manteau noir, le visage pâle mais calme. « Vous êtes venu, dit-elle doucement. Je n'étais pas sûre que vous viendriez. »« Je suis une vieille femme, » répondit mademoiselle Marple, « mais la curiosité me rend ponctuelle. » La veuve sourit faiblement. « Alors vous devez déjà savoir pourquoi je vous ai fait venir. »« Parce que le mort n'a pas fini de parler, » dit mademoiselle Marple. Madame Anstruther perdit son sang-froid. Il nous a fait du tort à tous les deux. Vous devez le comprendre. Mon mari a couvert ses vols, ses mensonges. Quand il est mort, Blythe m'a supplié de lui pardonner. J'ai refusé. Je pensais que c'était fini. Elle prit une inspiration. Mais il est revenu cette semaine, prétendant avoir des remords. Je lui ai offert du thé. Je voulais croire qu'il avait changé. Quand il est parti, il a emporté le poison que je gardais pour moi. Mademoiselle Marple la regarda calmement. « Alors vous ne l'avez pas tué, vous l'avez invité à le faire pour vous. » La voix de la veuve tremblait. « Il le méritait. Je voulais qu'il souffre comme il avait fait souffrir les autres. Mais je ne l'ai pas touché à nouveau. La lettre, le colis, tout cela est venu après. De quelqu'un qui admirait votre droiture, dit mademoiselle Marple, et qui pensait pouvoir la mettre en pratique. » Madame Anstruther ferma les yeux. « Le vicaire, murmura-t-elle. Il croyait pouvoir purifier le péché par imitation. Pauvre garçon naïf. » Le regard de mademoiselle Marple se porta vers l'autel. La flamme la plus proche d'eux vacilla violemment, s'éteignit, puis se stabilisa à nouveau. « Il a copié plus que l'écriture, » dit-elle. « Il a copié le mobile, l'illusion que la justice peut être enveloppée de vertu. » La veuve s'effondra sur un banc, tremblante. « Vont-ils l'arrêter ?»« Cela dépend, » répondit doucement mademoiselle Marple, « de la vérité qui choisira de se révéler et de ce que le village préférera croire. » Dehors, la cloche sonne à 9 heures, d'un son grave et posé. Mademoiselle Marple se tourna vers la porte, son ombre s'étirant le long de l'allée. Derrière elle, madame Anstruther baissa la tête, non pas en prière, mais dans un soupir de soulagement. Alors que mademoiselle Marple s'avançait dans la neige, elle remarqua de légères empreintes de pas menant du chemin latéral vers le presbytère. Petites, hésitantes et récentes. Quelqu'un d'autre avait écouté. Elle les suivit des yeux jusqu'à ce qu'elles disparaissent au détour du chemin, là où la lumière de l'église ne parvenait plus.
La neige crissait sous les chaussures de mademoiselle Marple tandis qu'elle traversait le cimetière, le dernier écho de la cloche s'évanouissant encore dans le silence. Les empreintes qu'elle avait vues étaient petites et légères, menant du chemin de l'église à la porte du jardin du presbytère. Celui qui s'était tenu dehors avait attendu, écouté, puis était parti dans l'autre sens. La faible lueur d'une lanterne éclairait la haie devant elle. Elle la suivit sans se presser, mais en restant alerte, son souffle formant de minces rubans pâles. Au coin de la ruelle, elle trouva la source, Madame Lester, enveloppée dans un châle, serrant une lampe et l'air à la fois coupable et soulagé. « Oh, mademoiselle Marple, vous m'avez fait peur !» s'exclama-t-elle. « Je pourrais vous rendre l'appareil, » dit mademoiselle Marple doucement. « Vous semblez plutôt déplacée à cette heure. » La femme du vicaire hésita. « J'ai entendu des voix provenant de l'église. J'ai pensé que M. Fellows s'y était peut-être rendu à nouveau. Il est agité depuis son sauvetage. Il prie, marche, marmonne tout seul. J'ai craint qu'il ne fasse quelque chose de stupide. »« Une crainte charitable, » répondit mademoiselle Marple. « Mais j'imagine que la charité se refroidit assez vite à cette heure-ci. » Madame Lester rougit en jetant un coup d'œil vers le portail. « Je ne voulais pas être indiscrète, mais quand j'ai vu la lumière à travers la fenêtre et entendu la voix d'une autre femme... »« Oui, » dit mademoiselle Marple. « Madame Anstruther m'a invité à discuter. Et vous, ma chère, semblez avoir entendu une confession sans en avoir le droit. » La jeune femme se mordit la lèvre. « Alors, elle a vraiment avoué. »« Rien qui mérite d'être colporté, » dit fermement mademoiselle Marple. « Rentrez chez vous, madame Lester. Réchauffez-vous et ne dites rien de ce que vous pensez savoir. Dans ce cas précis, le silence peut sauver bien plus que des réputations. » Madame Lester obéit, bien qu'à contre-cœur, et disparut dans la neige. Mademoiselle Marple resta un instant de plus à écouter. L'horloge du village sonna la demi-heure. Au loin, une porte se referma avec un soin délibéré. Lorsqu'elle arriva à son cottage, elle trouva l'inspecteur Craddock qui l'attendait, casquette à la main, l'air d'un homme qui avait perdu patience quelque part en chemin. « Bonsoir, mademoiselle Marple. Je suis allé chercher une déposition auprès de madame Anstruther, mais elle refuse d'ouvrir la porte. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien. »« Elle est épuisée, » dit mademoiselle Marple. « Et elle est davantage victime que coupable, même si elle n'est pas tout à fait innocente. » Il fronça les sourcils. « Vous voulez dire qu'elle a avoué ? » ?»« Pas exactement. Elle a dévoilé sa conscience, ce qui est une opération plus subtile. » Craddock s'assit lourdement. « Et Fellows, il est au presbytère sous bonne garde. Il n'arrête pas de demander à la voir. »« Ah !» murmura-t-elle. « Alors sa foi s'accroche encore aux idoles terrestres. » Il la regarda d'un air perçant. « Vous pensez qu'il la protège ? » ?»« Je pense, dit-elle, qu'il protège la partie de lui-même qui croyait autrefois que la vertu pouvait dissimuler la vengeance. » Craddock se frotta les tempes. « Vous parlez par énigme, mademoiselle Marple. J'ai besoin de preuves. Vous les aurez, si vous cherchez là où la bienséance l'interdit. Demandez à madame Treadle, lorsqu'elle se réveillera, ce qu'est devenu la clé du placard de la sacristie. Elle se souviendra l'avoir prêtée à quelqu'un sous prétexte de trouver un livre de cantiques. Demandez-lui également qui a arrangé les fleurs de l'église hier matin, les lys placés devant la chaire, alors qu'aucun n'était en fleurs cette semaine. Les apparences, inspecteur, ne sont qu'une façade respectable qui cache la tromperie. » Il se leva, à moitié irrité, à moitié intrigué. « Vous avez une explication pour chaque fleur et chaque clé, n'est-ce pas ? L'expérience nous apprend à lire ce que les autres décorent, » dit-elle sereinement. Le lendemain matin, le temps était froid et sans vent. La neige avait durci sous un ciel dépourvu de couleurs. Le village s'éveilla tardivement. Mademoiselle Marple prit son thé tôt, observant le givre scintiller sur les haies.
À 9h30, on frappa à sa porte. Cradock entra, tenant un paquet en papier brun. « Il a été trouvé derrière l'orgue, dit-il, emballé et scellé, sans étiquette. » Elle fit un geste vers la table. « Ouvrez-le avec précaution. » À l'intérieur se trouvait la boîte en bois, celle qui contenait autrefois l'hellebore. Et en dessous, une enveloppe portant un léger filigrane. « Anstruther and Blythe Solicitors ». Le papier était neuf. Le nom avait disparu depuis longtemps. Cradock déplia la seule page qu'elle contenait. C'était un projet de testament, non signé, laissant une modeste somme à l'Église et le reste à Madame Anstruther elle-même. Il voulait donc se racheter, dit-il lentement. Ou quelqu'un voulait donner cette impression, dit Mademoiselle Marple. Encore un faux, mais avec une intention différente, non pas condamner, mais absoudre. Le genre de document qui transforme les ragots en grâce. Pratique, n'est-ce pas? Il tapota le papier. Vous pensez que c'est Fellows qui l'a placé là? Je pense qu'il a été préparé par le même esprit qui m'a laissé ce mot hier soir, un esprit obsédé par l'ordre, par la propreté du péché. Il plia soigneusement la feuille. Alors il sera accusé du meurtre de Blitz, de tentative d'empoisonnement et d'entrave à la justice. Mademoiselle Marple leva les yeux de son tricot. J'attendrai un peu avant de déclarer que tout est en ordre, inspecteur. D'après mon expérience, les âmes ordonnées sont rarement les plus propres. Il y a autre chose ici. Quelque chose de théâtral, oui, mais ce n'est pas son œuvre. Il imite la culpabilité, il ne la crée pas. Plus tard dans la journée, le docteur Haydock se rendit à son cottage, l'air à la fois fatigué et irrité. Notre vicaire va mieux, il est encore étourdi cependant. Il ne cesse de marmonner quelque chose à propos d'une clé et d'une promesse. Les aiguilles de Mademoiselle Marple s'arrêtèrent en plein mouvement. « Une clé, dites-vous ? » ?»« Oui, il insiste pour la rendre avant que la porte ne s'ouvre trop grand. Quoi que cela puisse signifier. » Elle se leva et prit son châle. « Cela signifie, docteur, que nous avons très peu de temps avant que quelqu'un d'autre ne décide également de se débarrasser de sa conscience. Puis-je emprunter votre voiture ?» Ils se rendirent en voiture à Briar Cottage. La neige crissait sous les pneus, les haies scintillaient comme du verre. Les rideaux étaient tirés, la cheminée fumait légèrement. Les hommes de Cradock se tenaient près du portail. « Elle est à l'intérieur, » dit l'un d'eux. « Elle refuse de laisser entrer qui que ce soit. » Mademoiselle Marple s'avança. « Laissez-moi m'en occuper. » Après un long moment, la porte s'ouvrit lorsqu'elle frappa. Madame Anstruther se tenait debout, pâle et calme, une lettre à la main. « Vous n'auriez pas dû venir, » dit-elle doucement. « C'est fini. » Rien ne finit jamais tant que la culpabilité trouve de la compagnie, dit Mademoiselle Marple. Vous avez eu des nouvelles de M. Fellows? La veuve hésita, puis acquiesça. Il a envoyé un message, disant qu'il ne pouvait supporter la honte. Il a l'intention de tout avouer, même ce qui n'est pas de sa faute. Le regard de Mademoiselle Marple se posa sur la lettre. Il écrit avec noblesse, j'imagine. Les mots nobles ont tellement moins de poids que les mots honnêtes. Les mains de Madame Anstruther tremblaient. Il veut me protéger. La protection peut être une autre forme de possession, dit doucement Mademoiselle Marple. Et vous, ma chère, vous avez vécu trop longtemps avec des hommes qui confondaient dette morale et amour. Pour la première fois, des larmes montèrent aux yeux de la veuve. Alors, que dois-je faire? Dites la vérité, dans la mesure où vous pouvez le supporter. La vérité se répare d'elle-même, une fois qu'elle est dite à haute voix. La veuve s'effondra dans un fauteuil, fixant le seau couleur flamme de la lettre. Il a dit qu'il avait laissé la clé là où la lumière l'atteindrait, que je comprendrais. Je ne comprends pas. Les yeux de Mademoiselle Marple se posèrent dos sur la fenêtre, où la faible lumière du soleil filtrait à travers le givre.
Alors nous devons chercher là où se trouve le reflet, et non là où se cache la chaleur. La vérité, Madame Anstruther, est peut-être encore là, sous nos yeux. Dehors, l'horloge de St. Mary Mead commença à sonner lentement midi. Le regard de Mademoiselle Marple se porta vers le clocher de l'église qui scintillait pâle à travers les arbres. Le son se propageait dans l'air vif, avec un rythme régulier, délibéré, presque accusateur. Elle se leva et prit ses gants. « Venez, inspecteur, dit-elle doucement. Nous verrons si la miséricorde laisse des traces aussi visibles que le péché. » Le dernier coup de l'horloge résonna dans l'air, tandis que Mademoiselle Marple sortait de la porte du cottage, son châle serré autour d'elle, les yeux fixés sur la lueur lointaine du clocher de l'église. Derrière elle, l'inspecteur Craddock la suivait, ajustant son écharpe contre le vent glacial. Madame Anstruther marchait quelques pas derrière eux, pâle, silencieuse, ses mains gantées serrant la lettre qui avait failli les condamner tous les deux. La neige sous leurs pieds craquait au rythme des cloches, comme une ponctuation légère à une confession encore inachevée. Ils arrivèrent ensemble à la porte du cimetière. La lumière du soleil filtrait à travers le givre, faisant scintiller les tombes, comme si elles étaient saupoudrées de verre. Les empreintes de pas du vicaire de la veille avaient presque disparu, ne laissant qu'une vague suggestion de mouvement entre la porte de la sacristie et le mur nord. Mademoiselle Marple s'arrêta là, son regard suivant le chemin comme s'il s'agissait d'une phrase écrite à l'encre délavée. « À l'intérieur, » dit-elle doucement. La sacristie était sombre, l'air lourd et vicié par le froid des matins sans ventilation. Des grains de poussière flottaient dans les rayons de lumière qui traversaient le plancher en biais. Les hommes de Craddock avaient emporté les boîtes contenant l'épreuve plus tôt, mais une porte de placard restait fermée, laissant entrevoir un faible reflet métallique. Mademoiselle Marple se pencha avec précaution, écartant les vieux livres de cantiques éparpillés. Sous ceux-ci se trouvait une petite clé en laiton, terne, usée, ordinaire, à l'exception d'une légère trace de cire sur ses dents. Madame Anstruther poussa un faible cri. « C'est ça, la clé de la sacristie. Mon mari en avait une exactement pareille. » Mademoiselle Marple la retourna dans sa paume. « La clé de votre mari a été enterrée avec lui, je pense. Mais les symboles, comme les péchés, sont faciles à reproduire. » Elle l'inséra dans la serrure du placard. La serrure tourna avec une précision réticente. À l'intérieur se trouvaient là des soutanes, des livres de prière et une boîte de bougies d'église soigneusement attachée avec de la ficelle. Derrière elle, calé contre le mur, se trouvait un miroir ovale, tacheté par le temps. Elle le souleva doucement, et la lumière se déversa soudainement à travers la fenêtre givrée, frappant le verre de telle sorte qu'il s'illumina comme un second soleil. Dans son reflet, toute la pièce semblait inversée, et dans cette image inversée, quelque chose de sombre apparut sur le mur opposé. Un mot, faiblement griffonné à la craie. « Pardonne. » Craddock expira. « Écrit par Fellows. »« Par quelqu'un qui se tenait là où il s'était agenouillé, » répondit Mademoiselle Marple. Le miroir était placé de manière à ne capter la lumière de la fenêtre qu'à midi. Un geste rituel, mi-confession, mi-expiation. Madame Anstruther s'approcha. « Alors, il voulait vraiment. » Le ton de Mademoiselle Marple l'interrompit. « Non, l'écriture ne nous parle pas de repentir, mais d'imitation. Cela a été mis en scène pour être découvert. » Elle passa la main sur l'étagère. Une fine couche de suie resta collée à ses doigts, la même que celle qu'elle avait sentie près de l'autel. Il a copié le remords aussi fidèlement que l'écriture. Craddock regarda autour de lui dans la petite pièce, mal à l'aise. « Vous donnez l'impression que c'était une cérémonie. »« D'une certaine manière, c'en est une, » répondit-elle. « Notre vicaire croyait en l'absolution par la répétition,
en la purification des autres par la reconstitution de leurs péchés. Il a falsifié une lettre, livré un poison destiné à effrayer et non à tuer, et rédigé un testament pour réparer une injustice qui n'était pas la sienne. Mais il n'a pas tué Jonathan Blythe. La veuve retint son souffle. Alors qui? Mademoiselle Marple remit soigneusement le miroir à sa place. Une personne qui comprend le reflet. Qui savait que la culpabilité aveuglerait ceux qui cherchaient à se considérer comme miséricordieux? Elle se redressa et fit face à Madame Anstruter. « Vous, ma chère, avez été utilisée comme emblème plutôt que comme complice. Mais je dois vous demander clairement, qui d'autre avait accès à cet endroit? Qui pouvait connaître l'existence du placard, des bougies, du miroir? » La voix de Madame Anstruter vacilla. « Seulement le vicaire et mon mari, une fois, il y a des années. Le vicaire garde les doubles. » L'expression de Cradock s'assombrit. Bon Dieu! Ils traversèrent rapidement l'allée. Le bureau du vicaire jouxtait la nef, sa porte entr'ouverte. À l'intérieur, le feu brûlait haut, et l'air sentait légèrement le vernis et la fumée. Le révérend Lester était assis à son bureau, ses lunettes à la main, avec la sérénité d'un homme habitué au calme. Il leva les yeux avec une légère surprise. « Mademoiselle Marple, inspecteur. Madame Anstruter. Je ne m'attendais pas à voir des affaires paroissiales. »« Nous non plus, » dit Cradock d'un ton grave. « Mais il semble que nous ayons trouvé votre clé. » Il la posa sur le bureau. Le vicaire la regarda un instant, puis sourit faiblement. « Ah, l'une des clés de rechange de la sacristie. Je pensais qu'elle avait été égarée. » La voix de Mademoiselle Marple était calme mais précise. « Je pense que vous l'avez placée derrière le placard, où le miroir pouvait capter la lumière de midi. Le pardon vu plutôt que donné. Un tableau saisissant. » Pour la première fois, ses yeux doux se durcirent. « Vous avez été très occupée, Mademoiselle Marple. »« L'observation est l'un de mes passe-temps, » dit-elle. « Tout comme la faiblesse humaine. Vous avez été le confesseur de Jonathan Blythe, n'est-ce pas? L'homme dont la chute a été scellée par votre témoignage devant le tribunal civil. » Il ne dit rien. Elle poursuivit. « Vous vous considériez alors comme l'agent de la justice. Pourtant, lorsqu'il est revenu dans ce village, vous avez craint d'être démasqué, non pas pour votre péché, mais pour votre hypocrisie. Vous l'avez rencontré ici, dans cette église, à l'heure de vos prières habituelles. Il vous a accusé, vous l'avez réduit au silence avec du poison provenant de votre propre armoire à pharmacie, le même que vous avez ensuite dilué dans le cacao de Madame Treadle, afin de créer l'illusion de la culpabilité d'un autre. » Cradock s'avança, mais le vicaire resta impassible. « Vous parlez avec une certitude effrayante, madame. Mais où sont vos preuves? » Les yeux de Mademoiselle Marple se posèrent sur le feu. « Sur votre cheminée, j'imagine, les restes de bougies manquantes de la sacristie. Vous les avez brûlés pour détruire les traces de cire sur le bouchon de la fiole empoisonnée. » Cradock se dirigea vers la grille et écarta les pinces. Parmi les cendres grises gisaient de petites perles de cire durcie, pâles et mouchetées de suie. Il en souleva une. Un léger parfum d'amande s'en échappa. Le calme du vicaire se brisa. « Je voulais seulement protéger la paroisse, » dit-il soudainement. « Épargner à la veuve un autre scandale. Blythe est arrivé furieux, ivre, menaçant de tout révéler. C'était une sorte de justice divine. »« Divine, » murmura Miss Marple, est un mot souvent utilisé lorsque les hommes confondent lâcheté et vertu. Il s'affaissa dans son fauteuil, la tête baissée. Je pensais que si Fellows endossait la responsabilité, il trouverait la grâce dans la punition. Il voulait le martyre. Je ne lui ai donné qu'un but. Le visage de Cradock se durcit. Vous aurez suffisamment de buts dans une cellule. Mademoiselle Marple toucha le bord du bureau. Laissez-le un instant, inspecteur.
La conscience doit s'entendre avant que la loi ne l'interrompe. Ils attendirent en silence, tandis que le vicaire fixait le feu qui s'éteignait, la dernière flamme tourbillonnant comme une faible bénédiction. Quand il prit enfin la parole, sa voix était creuse. « J'ai vécu ma vie à travers les confessions des autres. Je suppose qu'il était inévitable que la mienne soit écrite par une autre main. » Mademoiselle Marple le regarda sans triomphe. Le péché, révérend, choisit rarement celui qui parle le plus fort. Il préfère celui qui écoute et confond sympathie et jugement. Dehors, les cloches commencèrent à sonner. L'Angélus, doucement et régulièrement. À travers la fenêtre givrée, la lumière se répandit sur les bancs, frappant le miroir dans la sacristie. Le mot « pardonne » scintilla faiblement une fois de plus avant que le rayon ne s'éteigne. Mademoiselle Marple se retourna pour partir, l'air pensif plutôt que satisfait. Cradock la suivit en silence, le son des cloches résonnant comme un lent applaudissement. Sur le chemin derrière l'église, la neige scintillait là où la lumière du soleil la frappait. Le village était à nouveau immaculé, du moins en apparence. Derrière eux, une seule note flottait dans l'air, pas celle de la cloche cette fois, mais le cliquetis discret d'un loquet se refermant de l'intérieur, définitif et absolu. L'écho du loquet qui se refermait flottait encore dans l'air lorsque mademoiselle Marple et l'inspecteur Cradock sortirent dans la lumière froide du soleil. La ruelle devant l'église scintillait de blanc, la neige éblouissante après l'ombre de la sacristie. Aucun des deux ne parla dans un premier temps. Seul le son régulier de la dernière cloche marquait l'heure, comme si le village lui-même avait besoin de se rappeler que le temps, contrairement à la culpabilité, devait continuer à s'écouler. Cradock rompit le silence le premier. « Nous devons aller chercher un agent. Il s'est enfermé à l'intérieur. Dieu seul sait ce qu'il va faire. » Le regard de mademoiselle Marple s'attarda sur la porte de l'église. Il fera ce qu'il a toujours fait. Chercher l'absolution sans témoin. Laissons cet homme profiter de son silence pendant un moment. Les vivants accordent si rarement leur intimité aux mourants. Il fronça les sourcils. « Vous pensez ?» Elle secoua doucement la tête. « Je pense qu'il a fait sa confession dans la seule langue qu'il comprend. » Ils attendirent un main dans l'air vif, le givre craquant le long de la clôture en fer. Un rouge-gorge se posa sur le poteau du portail, les plumes gonflées contre le froid. Après quelques minutes, Cradock expira et fit signe à son agent. « Cassez-la !» La porte céda après 2 coups. À l'intérieur, le vicaire était affalé sur son bureau, la tête baissée, un livre de prière ouvert sous ses mains. Le feu avait faibli. À côté se trouvait la bouteille vide de laudanum. Sur la page ouverte, un verset était souligné au crayon. « Celui qui cache ses péchés ne prospère pas. » Le docteur Haydock, appelé en urgence, confirma ce qu'il savait déjà. Rapide, silencieux, miséricordieux, si tant est que l'on puisse parler de miséricorde. Il referma le livre et jeta un coup d'œil à mademoiselle Marple. « Vous n'allez pas me dire que je vous avais prévenu ?» Elle sourit tristement. « Non, docteur, je n'aime jamais avoir raison quand il s'agit de la mort. » À midi, la neige avait commencé à fondre et l'eau s'écoulait doucement et régulièrement le long des gouttières. Les agents de police emportèrent le corps du vicaire à travers le cimetière. Les villageois, attirés à la fois par la curiosité et la bienséance, se rassemblèrent devant leur porte, le visage pâle, l'air respectueux, certains même soulagés. La respectabilité, pensa mademoiselle Marple, c'est toujours qu'emporter le deuil comme un manteau bien repassé. Madame Anstruther attendait au bord de la pelouse, son châle noir bien serré autour d'elle. Lorsque mademoiselle Marple s'approcha, elle se contenta de dire « C'est fini ». « Assez fini », répondit mademoiselle Marple. « Mais les fins se déroulent rarement comme nous le souhaitons. Elles mettent de l'ordre dans ce qu'elles peuvent
et laisse le reste à la mémoire. » Des larmes illuminèrent les yeux de la veuve. Il pensait me protéger. Oui, et ce faisant, il s'est détruit lui-même, comme le font parfois les hommes de conscience lorsque leur fierté dépasse leur foi. Elles marchèrent ensemble jusqu'à la porte de Briar Cottage. La neige le long du chemin s'était transformée en boue grise. En dessous, les bourgeons d'Ellébore poussaient obstinément, pâles et provoquants. Mademoiselle Marple s'agenouilla et en toucha un du bout de son doigt, ganté. Voyez comme il insiste pour fleurir là où il ne devrait pas. La vie, ma chère, est terriblement tenace. Madame Anstrutter eut un petit rire brisé. Vont-ils dire du mal de lui, du vicaire? Ils diront du bien, répondit mademoiselle Marple, mais avec plus de délectation que de charité. Les gens aiment pardonner quand cela ne leur coûte rien. Cradock les rejoignit, son carnet rangé. Nous garderons les détails secrets. Officiellement, il s'agit d'une overdose accidentelle. Fellows se remettra. Nous blanchirons son nom. Mademoiselle Marple acquiesça. Vous verrez, inspecteur, que Sainte Mary Mead préfère les tragédies respectables et les pécheurs bien élevés. Il l'observa un instant. Vous ne semblez pas tout à fait mécontente. Je suis rarement mécontente lorsque la justice et les apparences se rejoignent. Cela permet de maintenir la paix dans le village. Et la paix, après tout, est le plus beau des déguisements. Il sourit faiblement. Vous êtes une philosophe, mademoiselle Marple. Non, dit-elle en suivant des yeux le ruissellement de la neige fondante le long du trottoir. Je ne suis qu'une jardinière. Il faut savoir quand tailler et quand laisser les choses mourir d'elles-mêmes. Ce soir-là, les cloches sonnèrent à nouveau, cette fois pour les vêpres, d'un son régulier, mesuré, innocent de tout scandale. Des bougies scintillaient à chaque fenêtre des cottages, comme pour s'assurer que la vertu avait été rétablie une fois de plus. Au presbytère, madame Lester recevait les paroissiens avec du thé et des paroles apaisantes. Au Blue Boar, les hommes parlaient pas gravement de la Providence. Et dans son petit salon, mademoiselle Marple se servit une modeste tasse de sherry et regarda le gel revenir. Le journal ne mentionnerait que un malheureux accident survenu à Sainte Mary Mead. Et d'ici le jour des rois, toute l'affaire serait soigneusement rangée dans le deuxième tiroir des ragots, suffisamment importante pour être rappelée, mais pas assez scandaleuse pour être répétée. Elle était assise tranquillement, les mains jointes, écoutant le tic-tac de l'horloge de la cheminée. Dans son rythme, elle entendait l'écho des cloches, le silence de la neige et le fragile battement du repentir humain. Les gens, pensait-elle, cherchent toujours à se purifier par des rituels, que ce soit à la lueur des bougies, par la confession ou en racontant avec soin les méfaits des autres. Et peut-être que cela, à sa manière, était le salut. Dehors, une lumière brilla brièvement dans la ruelle. La silhouette du vicaire passa, les épaules voûtées, un paquet de papier sous le bras. Il allait bientôt partir pour une autre paroisse. Elle le savait. Un endroit plus petit, plus calme, où ses échecs pourraient ne passer pour de l'humilité. Cette vision ne suscita en elle ni pitié ni triomphe, seulement une douce acceptation. « Il fera du bon travail », dit-elle à voix haute. Le remords a un curieux talent pour la compassion. Le feu s'était réduit en braise. Elle se leva, ajouta une bûche et resta debout à regarder les étincelles jaillir, minuscules, brillantes, puis disparaître. Sur le rebord de la fenêtre, une seule branche d'Ellébore, coupée le matin même, se penchait dans un verre d'eau. Ses pétales étaient déjà brunâtres sur les bords, mais même mourantes, elle conservait une certaine grâce. Mademoiselle Marple baissa la lampe et tira les rideaux. Le village était à nouveau plongé dans le silence, ses toits argentés sous un nouveau voile de givre. Demain, le rythme habituel reprendrait. Les bavardages au marché, les réparations de l'église, le presbytère réaménagé sous la main avisée de madame Lester.
Sainte Mary Mead semblerait inchangée. Elle sourit faiblement. Après tout, les apparences étaient ce dont dépendait le monde. Mais sous celle-ci, elle savait que le sol avait bougé, juste un peu, et que quelque chose d'invisible avait pris racine.